Bonjour et merci de m'écouter ce matin. Donc je suis Anne Lémence, je suis professeure en sciences de l'information et de la communication à l'université de Bordeaux, donc l'université à côté, l'autre. Et j'appartiens au laboratoire IMS, intégration du matériau au système, qui est un laboratoire plutôt centré sur les ingénieries et non pas au MICA, même si je suis associée au MICA. Donc je viens parler au nom d'un binôme parce que nous travaillons depuis longtemps avec Camille Capel, dont vous voyez le nom, qui est maître de conférence dans le même labo. Et elle est malheureusement souffrante ce matin, donc on aurait dû faire la présentation à deux et finalement je la fais toute seule. Donc le travail qu'on voulait vous présenter, en partant de la thématique du colloque, on a quand même essayé de coller à un questionnement sur humanisme, numérique et durabilité sociale. C'était les trois mots-clés. On s'est demandé dans quelle mesure le projet que nous avions, qui est un projet, vous voyez, GTNUM, c'est-à-dire groupe thématique numérique. Ce sont des projets qui sont financés par la direction du numérique pour l'éducation. Et un projet que nous avons commencé il y a un peu plus d'un an, en proposant de travailler sur la question de la place des données dans l'éducation, des données au sens data. Quand on a commencé à y travailler, c'était un peu, ça paraissait assez abstrait, données pour l'éducation ou données en éducation, éduquer aux données, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Et puis tout à coup, l'année dernière, au mois d'octobre, tout le monde s'est mis à parler d'intelligence artificielle générative, de ChatGPT et d'OpenAI. Et tout à coup, la question des données est revenue finalement sur le devant de la scène. Et c'est pas du tout des questions différentes, puisque dans l'intelligence artificielle, il s'agit de mobiliser des données pour fournir des réponses à des questions. Pas vraiment pour faire de la recherche, mais pour fournir des réponses à des questions. Donc voilà, je vais vous présenter, il faut m'arrêter parce que je peux parler longtemps de ce projet-là. Je vais vous présenter rapidement notre projet de recherche, la méthodologie que nous avons mobilisée pour la problématique que nous vous proposons aujourd'hui. Donc qui consistait à réfléchir à la référence à l'éthique dans les discours en circulation sur les données et en étudiant ces discours, montrer les contradictions internes. Donc notre projet de recherche a travaillé sur les données pour l'éducation, la formation et l'innovation, c'est son titre. Il a en réalité démarré il y a longtemps, à partir de 2016, nous avons commencé à travailler sur les données ouvertes, open data. Et notre question de départ était, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces données ouvertes en éducation ? À partir du moment où, depuis 2011 en France, il y a un mouvement d'ouverture des données, et puis depuis 2016, une loi, la loi Le Maire, qui oblige toutes les collectivités locales et les administrations à ouvrir leurs données, on avait tout à coup des jeux de données à disposition de tous. Et ma question, c'était, est-ce que ces données mises à disposition peuvent être utiles en éducation? Est-ce que les enseignants peuvent en faire quelque chose? Est-ce que mobiliser, travailler avec ces données, ça peut être utile pour les élèves je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a plusieurs usages possibles. Donc, on a commencé en 2016, en travaillant vraiment uniquement au départ sur les données ouvertes. On a continué avec un autre projet en 2018. Et en 2021, donc on a obtenu ce GTNU qui est plus particulièrement centré sur les données en éducation. Dans ce projet, on travaille avec plusieurs équipes de chercheurs de toute la France et également avec le réseau Canopé, avec les acteurs du ministère de l'Éducation nationale, notamment les DRAN, c'est les directeurs régionaux académiques du numérique pour l'éducation. Et des acteurs militants, des associations, notamment des associations qui travaillent sur le libre, par exemple OpenStreetMap ou Wikipédia, etc. Donc c'est un financement du ministère de l'Éducation nationale, donc on peut évidemment il faut prendre en considération ce financement. Et nous avons proposé 3 axes de recherche autour de cette question des données. Un axe sur la gouvernance. On se demande
ce qui mobilise les principes de gouvernance des données dans l'éducation nationale. Un second axe sur la médiation. Qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre ces données utilisables par les enseignants et par les élèves? Et un troisième axe sur l'évaluation. Dans quelle mesure est-ce que les données servent à évaluer le système éducatif lui-même, mais également les élèves? Donc, plusieurs groupes de recherche et Camille et moi, nous travaillons plus spécialement sur l'axe de la gouvernance et un petit peu également sur celui de la médiation. Donc pour revenir sur cet axe de la gouvernance et sur ce quoi nous travaillons, le contexte, c'est nous nous demandons comment les données, à quel principe de gouvernance répondent les données. Là, vous avez, j'ai pas le temps, je crois, de trop les détailler, mais vous avez des propositions de définition des données. Et alors évidemment, c'est totalement simpliste, mais on va dire qu'il y a deux grandes définitions de la donnée. L'une qui relève plutôt des sciences de l'information et de la communication et qui considère que la donnée, c'est la base, la matière première de l'information. C'est ce qui, si la donnée est formée correctement, nous dit Sylvie Lemerviel, et qu'on lui ajoute du sens, ça va devenir une information. Ça, c'est la définition des sciences de l'information et de la communication. En informatique, ils ont la définition un petit peu inverse. La donnée, c'est toute représentation d'une information, c'est-à-dire ils mettent l'information avant, et la donnée devient la représentation d'une information qui, mise sous une forme conventionnelle, va pouvoir être traitée par une machine. Une donnée, c'est l'information traitable par une machine. Et là, on s'appuie sur un arrêté de 1980, donc déjà ancien, sur le vocabulaire de l'informatique. Évidemment, on pourrait parler très longtemps de la définition des données. Mais bon, on peut partir de cette première double définition est presque inversée. Alors, quand on parle de gouvernance des données, on parle finalement de la façon dont ces données sont collectées, gérées, administrées, mise à disposition dans les organisations. Là, vous avez une définition qui nous dit que c'est le cadre de responsabilité qui précise les principes, les règles de base, les méthodes de gestion et tout ce qui est fait pour rendre les données utilisables de façon efficace par un public. Et enfin, on pourrait dire aussi que la gouvernance est une condition indispensable à l'utilisabilité des données. Entre le moment où on collecte des données, si on parle de l'éducation, le moment où on collecte des données sur l'appartenance sociale des parents, par exemple. Qu'est-ce qui doit se passer pour que cette information sur l'appartenance sociale des parents d'un élève deviennent utilisables a posteriori par un journaliste qui voudrait faire une enquête, par des élèves qui voudraient se demander, s'interroger sur les problématiques d'égalité scolaire, des choses comme ça. Qu'est-ce qu'il faut qu'il y ait entre le moment où le parent déclare sa profession et celui où on peut utiliser tout un jeu de données? Un exemple de l'utilisation des données, c'est le dernier ouvrage de Julia Cagé et Thomas Piketty sur les dimensions sociales des élections. On voit comment eux ont transformé des documents qui étaient le journal officiel en France qui parlait des élections, plus les médias de l'époque, à partir du 19e siècle, comment on transforme ces documents en jeux de données et ces jeux de données en statistiques qui nous permettent de répondre à des questions, des problématiques politiques, sociales, économiques. La description de ce processus est très intéressante, d'autant que ces deux auteurs, qui ont bénéficié d'une aide considérable pour la mobilisation des données, ont mis leurs données à disposition. Donc là, on voit dans le site qui a été fait à partir de ce livre-là, ce qu'on peut faire avec des données, y compris des élèves. Aller rechercher ces données-là et faire des statistiques, les interroger de différentes façons. Mais pour que ces données soient utilisables, il faut qu'elles soient bien collectées, nettoyées, organisées, contextualisées, etc. Alors, on parle de plusieurs types de données. Vous les voyez là. Je vais donner l'exemple de la catégorie socio-professionnelle des parents. Mais il y a aussi toutes les données qui vont relever, par exemple, de ce que font les élèves sur un ENT. Combien de fois ils se connectent, qu'est-ce qu'ils font.
Est-ce qu'ils se connectent déjà? Mais ça peut être aussi les résultats au brevet ou au baccalauréat, le budget des établissements scolaires, etc. Tout ça qui constitue des données. Et en fait, le ministère de l'Éducation nationale aujourd'hui s'aperçoit que ces données existent en grande quantité, mais elles sont en réalité actuellement très peu utilisables parce qu'elles ne sont pas mises dans une forme qui les rend utilisables. C'est vraiment un problème de gouvernance. Alors, première question, qui sont les acteurs de cette gouvernance? Là, c'est un schéma qui résulte pas du tout d'une analyse quantitative, mais plutôt d'une analyse qualitative de l'écosystème de la donnée en éducation. Vous voyez que ça se caractérise par une distinction entre le public scolaire et les citoyens, et puis les questions de gouvernance et les questions de médiation. Et dans tout cet écosystème, vous voyez qu'il y a un très grand nombre d'acteurs et qui vont plutôt prôner la protection, ou plutôt l'ouverture, plutôt des stratégies d'éducation, plutôt des stratégies d'exploitation, etc. Donc voilà, à partir de cette identification des acteurs de la gouvernance des données, on se pose plusieurs questions. Quelle position est-ce qu'ils défendent autour de la gouvernance des données? Quelles sont les relations entre ces acteurs? Quels sont les discours et les valeurs sous-jacentes qui sont portées par ces discours? Et est-ce qu'il y a finalement derrière ces discours des tensions, des contradictions? Notre problématique, du coup, je me suis dit, heureusement que j'ai préparé une diapo problématique. C'est finalement dans quelle mesure les discours sur la gouvernance des données sont porteurs de valeurs humanistes, pour revenir à la thématique du colloque. Et est-ce que ces discours renvoient à une idéologie qui s'appuie sur l'éthique pour proposer un projet social centré sur les techniques? Donc, on essaie de croiser les discours sur la gouvernance des données de l'éducation et les questions d'éthique, d'humanisme, les valeurs et les idéologies sous-jacentes. Du point de vue des méthodes, on a mobilisé des méthodes très simples, qualitatives, et pour ce dont je parle aujourd'hui, on s'appuie sur le cadre discursif, c'est-à-dire qu'on choisit dans le corpus de textes institutionnels qui est mobilisable deux textes qui sont un peu centraux. Un texte sur la vision stratégique pour la gouvernance, la politique des données qui date de 2023. Les deux textes sont issus du ministère de l'Éducation nationale, et un autre qui date de 2021 qui s'intitule « Pour une politique de la donnée ambitieuse au service de l'école ». Donc vous voyez, il y a beaucoup de rapports en fait qui ont été sortis sur la question des données en éducation. Donc d'abord un corpus de textes et ensuite des entretiens de semi-directifs que nous avons menés avec des acteurs de la gouvernance des données. En fait, on mène ces entretiens depuis longtemps, mais on peut dire qu'on identifié une quinzaine. Ces acteurs sont des acteurs du ministère. Par exemple, l'administrateur des données au sein de la direction du numérique pour l'éducation, les directeurs du numérique pour l'éducation dans différentes régions, les membres du comité d'éthique pour les données d'éducation, des membres de la CNIL, etc. Donc, des cadres de l'éducation qui sont engagés dans la question de la... Il reste combien ? D'accord. De la gouvernance des données. Donc on voit bien que les questions d'éthique sont assez centrales dans les discours sur les données du ministère de l'Éducation nationale. Discours sur l'éthique, mais aussi discours sur la sécurité. C'est deux thématiques centrales. Et on s'aperçoit que finalement, dans ces discours, il y a des questions pédagogiques, mais il y a aussi très profondément des questions politiques. Alors, si on croise ces discours dans les textes institutionnels et les discours que nous avons recueillis auprès des acteurs, on peut dire que finalement, il existe des imaginaires, des techniques qui sont très forts autour de la donnée, avec une puissance symbolique de l'objet donné.
cette puissance symbolique qui a pris de l'ampleur avec tous les discours sur l'intelligence artificielle, et une symbolique qui va osciller entre une utopie du contrôle, c'est-à-dire qu'on se dit que la donnée va permettre de mieux contrôler le système, le piloter, mais le piloter, ça veut dire aussi le contrôler, d'un côté, et d'un autre côté, une utopie de la libération des données. Ces deux principes qui sont au fond d'un point de vue logique assez contradictoire, on les retrouve dans le projet de Education Data Hub, qui est un projet qui existe depuis plusieurs années. Il existe dans le portail de Open Data en France, une partie Open Data de l'éducation. Mais ce n'est pas seulement Open Data. Le ministère travaille depuis plusieurs années à l'idée d'un hub qui permettrait, dans lequel on trouverait toutes les données en fait, qui regrouperait toutes les données d'éducation et dans lequel des acteurs pourraient venir piocher plus ou moins librement. Parce que ce n'est pas que des données, il y a différents types de données. Il y a des données ouvertes, il y a des données personnelles, qui sont donc pas du tout mises à disposition du public. Et puis, il y a des données qui sont un peu entre les deux, que le ministère ne souhaiterait pas forcément ouvrir à tous, mais à certains acteurs de l'intérieur, voire à des acteurs avec lesquels le ministère travaille. L'exemple typique, c'est tous les gens de la EdTech, les entreprises qui développent des services autour de l'éducation et qui sont, eux, quand même dans le monde économique et qui commercialisent finalement les usages des données. Donc voilà, il y a ce projet d'un grand hub dont ils se sont aperçus qu'il est en fait très difficile à mener, et ils le mènent notamment avec l'INRIA, un laboratoire de recherche en informatique appliquée. Et même avec l'aide de l'INRIA, c'est long, c'est compliqué. Et il y a la question des données personnelles qui va toujours venir heurter. Question des données personnelles, mais aussi question de l'organisation de façon très technique de ces données. On s'aperçoit aussi dans ces discours que les données sont véritablement des ressources politiques pour les acteurs. Là, on le voit dans les discours autour de Pix, la plateforme Pix. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est une plateforme qui permet de certifier les compétences numériques de tout le monde, hein, des professionnels, des étudiants, des élèves, puisque la certification Pix est obligatoire en France pour les élèves. Et Pix était au départ une start-up d'État, donc c'est l'État qui l'a créée, c'est l'État qui la finance, mais Pix devient une société qui s'approche plutôt de la EdTech, qui va vendre ensuite des services de certification à l'extérieur du ministère. Et Pix donc recueille évidemment un nombre considérable de données qui nous renseignent sur l'état des compétences numériques des élèves ou des étudiants aujourd'hui en France. Mais Pix, pour l'instant, a refusé de donner ces données au ministère de l'Éducation nationale. Il y a même à l'intérieur du ministère de l'Éducation nationale des formes de sensibilité autour de ce qu'on peut faire avec les données, des usages qui pourraient être détournés. On pourrait par exemple démontrer que dans les collèges de REP, les élèves ont des très mauvaises compétences numériques, alors que Pix nous dit on ne peut pas considérer les données comme sortant de nulle part, il faut les contextualiser. Il faut voir les formations qu'ont reçues les élèves, etc. Donc c'est une ressource politique et c'est une ressource sensible. Il y a une tension ensuite entre la donnée comme ressource de pilotage et la donnée comme ressource à protéger, notamment du point de vue des données personnelles. Et enfin, on pourrait dire des formes d'éthique plastique autour de certains termes, par exemple celui de souveraineté. Tout à coup, le ministère qui pendant longtemps s'était relativement peu préoccupé des usages des données par certaines entreprises privées comme Pronote. Là, s'il y a des parents de collégiens dans la salle, vous savez ce qu'est Pronote. C'est un service de gestion de la vie scolaire, on va dire, et des notes. Pronote a été créé par une personne privée et est resté pendant longtemps privé. Et un jour, le ministère s'est dit, c'est quand même un problème qu'un privé gère toutes ces données qui concernent tous les élèves français, la plupart des élèves français. Donc l'État a fait racheter l'entreprise qui gère Pronote par La Poste et c'est devenu une entreprise semi-publique.
il faut que je termine. Là, on voit à travers ces exemples-là, donc le discours, c'est il faut retrouver la souveraineté de l'État sur les données. Mais en même temps, quand on parle de souveraineté de l'État sur les données, on peut faire référence à une fermeture, finalement. On va rester en France, on va rester entre nous. Et ce discours-là peut être problématique, parce qu'il peut plaire, par exemple, à l'extrême droite, qui peut dire, bah oui, c'est bien, on va refermer tout, c'est très bien comme ça. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est produit lors d'un colloque organisé par le ministère. Un député d'extrême droite a pris la parole pour dire à quel point c'était bien de parler de souveraineté des données. Et du coup, le discours du ministère consiste à dire oui, la souveraineté, c'est la souveraineté sur les données. Il faut qu'elle soit hébergée en France ou à minima en Europe. Mais en même temps, c'est la souveraineté de l'individu vis-à-vis de ses propres données. Donc voilà, le mot souveraineté, finalement, il est plastique. De la même façon, le mot pilotage. Et l'idée de commun, donc on est aussi entre la souveraineté et l'ouverture, les communs du numérique, l'idée de partage, d'égalité, d'utilisabilité ouverte, etc. En conclusion, on voit que dans les discours, il y a effectivement des références à des formes d'humanisme, égalité, partage, ouverture, liberté, respect des données personnelles. Mais c'est quand même un humanisme qui est en train de se chercher, avec des mots qui font référence à du religieux. Hier, j'étais à un colloque où il était question des données, et il parlait d'évangélisation, carrément, d'évangélisation autour des données et du numérique à l'école. Donc c'est un discours assez finalement messianique, avec des références qui restent quand même assez floues, qui oscillent entre l'efficacité et l'égalité, et c'est pas toujours concordant, l'efficacité et l'égalité. Une forte demande de régulation, notamment autour des questions d'éthique. Le mot de confiance qui revient très souvent, confiance dans les données, confiance dans le système. Récemment, le ministère met en avant l'idée d'éthique by design, c'est-à-dire l'idée de prendre en considération l'éthique dès le moment où on envisage la construction de systèmes ou de services. Et puis, une référence à un humanisme qui est un peu bricolé, avec des contours variés, variables en fonction des territoires. On trouve des gens dans des territoires qui nous disent c'est bien parce que finalement tout le monde travaille ensemble, et d'autres dans lesquels on nous dit il faut fermer, il faut bloquer. Donc globalement, on va dire qu'on met l'accent sur l'importance de la construction d'une culture commune, discours qui est d'ailleurs porté par le président de la République. Là, on voit le mot AI for Humanity, et c'est un discours d'Emmanuel Macron tenu en Europe. Donc on voit bien qu'on met en lien les données, ce qu'on peut faire avec les données, par exemple dans l'intelligence artificielle, et l'humanisme ou l'humanité, mais avec une définition de l'humanisme qui reste encore très floue. Merci, Anne. Voilà. Ta présentation me fait surtout rebondir sur la nécessité d'une éducation aux données, oui, de l'importance réelle de cette... Oui, de ce focus. Je n'en ai pas parlé là parce que ce n'était pas l'objet. On a choisi de se centrer sur une autre question. Mais effectivement, un autre point, c'est ce qu'on peut faire avec ces données avec des élèves. Et comment aider les enseignants à travailler avec ces données avec des élèves. Et avoir ce raisonnement sur la donnée qui devient en fait inhérent à notre propre fonctionnement cognitif. Oui, moi je trouve que tout le discours sur l'intelligence artificielle, ça semble évident, on a des discours qui relèvent de l'évidence. En réalité, c'est une question extrêmement compliquée. On ne pourra jamais former les élèves à faire de l'intelligence artificielle, mais comprendre les enjeux, ça c'est vraiment important. Ouais. Voilà, merci. Chers auditeurs, oui. J'arrive, Rajane, ne te bouge pas. Non, c'est juste, d'abord, je vous remercie pour votre conférence. Et je voudrais juste savoir si vous avez pensé dans votre projet à intégrer justement la dimension des big data. Et dans quelle mesure est-ce que ces implications pourraient avoir des incidences sur la gouvernance justement dont vous parlez dans votre exposé? Mais quand j'évoque les difficultés qu'a le ministère à faire un hub
c'est effectivement une question de grande quantité de données, d'utilisation, et puis de mise, comme vous dites, de mise en satellisation des données dans l'ensemble des big data. Et effectivement, ça interroge le ministère. Oui, c'est effectivement une problématique. Une autre question? Oui, Catherine. Alors, merci Anne. Vos propos avec Camille sont très, très signifiants parce qu'on voit vraiment les enjeux, comme l'a dit Isabelle, de l'éducation aux médias. Donc, moi aussi, je me pose la question sur ces datas qui sont une force politique aussi, face à la force créative que tout usager pourrait avoir, s'il est aguerri, comme tu l'as dit, comme vous l'avez dit, en fait, à une culture des médias, par une littératie vraiment, j'en ai parlé hier, une littératie particulière concernant les datas. Donc, je voulais votre avis après ce travail d'analyse. Alors, effectivement, les données, le potentiel politique est vraiment important. C'est la raison pour laquelle ouvrir toutes les données, c'est compliqué. Il y a un exemple assez récent d'un journaliste de la Gazette des communes qui voulait obtenir les données sur les caractéristiques socio-professionnelles, des indicateurs socio-professionnels des établissements, et le ministère refusait de les publier alors que c'était totalement anonyme, il n'y avait pas de problème de RGPD, etc. Et en fait, ce journaliste tenace est allé jusqu'à... il a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, et puis ensuite il a saisi un tribunal, et le tribunal a obligé le ministère à publier ces données. Le potentiel politique, c'est que si on croise ces données avec le zonage de la carte scolaire, on s'aperçoit que la carte scolaire est totalement inégalitaire. Absolument inégalitaire. Donc évidemment qu'avec les données, on montre des choses. La littératie des données pour les élèves, c'est aussi le deuxième volet de notre projet de recherche. Et c'est ce qui nous intéresse, effectivement, la data littératie ou la culture des données. Oui. Dans quelle mesure rendre les élèves eux-mêmes capables de faire ce genre de croisement entre les données sociales et les inégalités scolaires, mais aussi d'autres choses. Ça peut être des données toutes bêtes, mais qui intéressent les élèves, sur la cantine, sur les repas à la cantine. On peut faire des statistiques sur combien de fois il y a des repas végétariens. Enfin, on peut faire plein de statistiques, plein de croisements. Et effectivement, l'objectif, c'est qu'ils se sentent capables, ils soient des citoyens pour l'avenir, capables d'enquêter à l'aide de données, sans avoir besoin de dépendre de ce que les discours en circulation mobilisent, sans dépendre de ce que disent les journalistes, de ce qu'on peut faire dire dans les médias ou sur les réseaux sociaux aux données. Que chacun soit capable de faire lui-même ce chemin-là et de comprendre comment on passe d'une donnée à un jeu de données, à de l'information, éventuellement à de la connaissance. Alors merci Anne, parce que hier on a vraiment travaillé sur ça, dans le contexte citoyen, de l'accès aux données. Donc merci à Julien Vieira et aussi aux participants de la table ronde. Et on a bien vu que cet accès aux données était difficile, première étape, mais que la compréhension de ces données était parfois complexe. Donc du coup, nous avons travaillé ensuite sur ça, sur cette data littératie qui est utile à tout acteur de notre société si nous voulons vraiment appréhender l'interaction avec la machine, ou les machines d'État, la gouvernementalité de Foucault. Ouais. Merci. Merci.